L'Institut d'études stratégiques et internationales a l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Maurice Carré. J'aimerais préciser que vous êtes professeur des relations internationales à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la Scandinavie et de l'ère Baltique et vous êtes l'un des rares spécialistes français de l'histoire de la Finlande. Vous êtes le directeur scientifique de la Nordic Historical Review et vous avez publié une vingtaine d'ouvrages. La fabrique d'un révolutionnaire, Ottobolle Kuusinen, visage de la manifestation en France et en Europe, Edgar Faure, la robe, la plume et la politique. Et vous êtes également l'auteur d'une centaine d'articles et de contributions consacrées aux pays scandinaves. Merci beaucoup, Monsieur Carré, d'avoir accepté notre invitation. Comme je vous ai précisé, l'Institut d'études stratégiques et internationales basé à Strasbourg est un centre de réflexion indépendant consacré à l'analyse des relations transatlantiques et des questions de défense et de sécurité européenne. Notre objectif, c'est de renforcer la coopération européenne et transatlantique, défendre les principes de la démocratie, des droits de l'homme, de la négociation et de la coopération internationale en encourageant un échange d'idées, une coopération accrue entre les États-Unis et l'Europe. Notre centre, depuis un moment, donne la parole aux décideurs, hommes politiques, professeurs universitaires, étudiants, représentants des ONG, journalistes et militaires également, afin de traiter des problématiques stratégiques, diplomatiques et internationales. Alors, Monsieur Carré, à mois de guerre, plus de 3 millions de réfugiés et des troupes russes qui s'enlisent en Ukraine. Ma première question pour vous, quelle leçon tirez-vous de ce premier mois de guerre en Ukraine? Eh bien, bon, d'abord, d'un point de vue humain, c'est absolument effrayant hein, de voir la façon dont l'armée russe a envahi ce pays. Ça, c'est la première impression, évidemment, et puis la désolation que ça entraîne chez moi et naturellement chez ces pauvres gens. 3 millions de réfugiés, alors là, je vois que ces 3 millions de réfugiés qui intéressent beaucoup en Europe. On est prêt d'ailleurs à faire pour eux 1000 sacrifices, alors que lorsqu'il s'agit de réfugiés afghans, syriens et autres, eh bien, on ferme les portes et on cherche à tout prix à les refouler. Donc, cette idée de deux poids, deux mesures me dégoûte assez, je dois le dire. Bon, même si je quitte ici ma pseudo-neutralité de scientifique, je dois quand même constater ce fait. Ça nous parle beaucoup sur l'Europe d'aujourd'hui. Hein, il ne suffit pas d'affirmer de grands principes. Le mieux est encore de les pratiquer. Alors, je suis très content qu'on accueille des réfugiés ukrainiens. Hein, je n'ai rien contre ces gens-là, même si pendant la guerre, voyez-vous, la région d'où je suis originaire, hein, la Franche-Comté, je le rappelle souvent, était quand même occupée en partie par des troupes ukrainiennes alliées aux nazis hein, et qui n'ont pas laissé une trace, si vous voulez, fantastique chez nous. Hein. Ma région, d'ailleurs, devant, à l'époque, selon les nazis, être ensuite rattachée, occupée par des paysans carinthiens. Vous savez, la Carinthie, c'est cette région d'où était originaire hein, le fondateur de ce parti fascisant autrichien, hein, qui était Georg Haider. Donc, je n'y vois pas de lien particulier, mais si vous voulez, vous voyez. Donc, non, je n'ai pas de mauvaises pensées vis-à-vis des Ukrainiens qui vont venir. Hein. Simplement, comme vous le voyez, j'ouvre un petit peu le sujet parce que bon, si tel ou tel réfugié syrien ou afghan peut présenter quelques défauts, il faut bien rappeler que l'Ukraine n'est pas tout à fait ce que M. Zelensky voudrait nous faire croire non plus. Hein. Il est la victime, je ne le confonds pas avec le bourreau, mais enfin, bon, je ne veux pas non plus hein, périr en situation de trop grande naïveté. Voilà. Je voulais le dire. Alors, ce que ça nous montre aussi, ces 3 millions de personnes, c'est l'importance en fait de cette opération militaire qui se manifeste sur le terrain hein, par des bombardements en continu, par un certain nombre de fléchages. Alors, là encore, ne pas sombrer dans des comparaisons qui n'en sont pas. Hein. La guerre en Ukraine est très dure. Elle n'a absolument rien à voir avec la guerre que les nazis avaient déclenchée contre l'URSS, où il y a eu entre 20 et 30 millions de morts, sans doute 27 millions.
Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas de la même échelle et que s'il y a des crimes qu'on qualifie contre l'humanité, ça n'est pas du tout du même ordre. Cependant, vous voyez, pour que 3 millions de personnes puissent fuir, ça aussi, ça nous interpelle. Comment voulez-vous, dans ces conditions, considérer que on va pouvoir régler ça en 2 coups de cuillère à peau et 3 réunions. Voilà. Alors l'autre réflexion que ça m'inspire, c'est que justement pour aboutir à une paix, je crois qu'il ne faut pas laisser les 2 interlocuteurs tout seuls. Il faut absolument que si il y a bien sûr au préalable le retrait des troupes d'invasion, ça c'est un préalable, mais je crois que par la suite il va y avoir besoin d'une conférence internationale où les États européens devront être conviés et où il faudra discuter ensemble, bien entendu, d'une solution pérenne. Et cette solution pérenne passe sans doute, et le président Zelensky semble s'orienter vers cette proposition, par une relative neutralisation de l'Ukraine. Il n'est pas possible, si vous voulez, que l'OTAN soit présent partout. Je trouve que là, il y a beaucoup de choses aussi, sans doute, à changer dans la manière dont on conçoit la sécurité en Europe. Il y avait eu une conférence, justement, euh, dont la dernière séance s'était déroulée à Helsinki. On l'appelle souvent la conférence d'Helsinki. En fait, elle a été très longue. Elle a duré, comme vous le savez sans doute, quelques années. Et bon, ça a été signé à Helsinki en 1975. Et justement, cette conférence sur la sécurité et la coopération en Europe a été très, très importante et avait permis en quelque sorte d'établir, vous le voyez, bon, des frontières qui ont ensuite évolué. Bon. Mais c'est autour d'une solution de ce type qu'il faut à l'évidence s'orienter. Je le dis à la fois en tant que citoyen, bien sûr, et en tant que historien également. Je ne vois pas comment on peut sortir d'un guêpier pareil en laissant comme ça Poutine discuter avec Zelensky. Je n'y crois nullement. Bien. Après, il faudra régler aussi la situation de ces gens qui ont dû fuir. Certains, sans doute, manifesteront le désir de ne pas retourner sur place pour diverses raisons. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'oriente? C'est très, très important aussi comme question. Et puis, il y aura également tout le problème de la reconstruction. Fait-on payer totalement l'agresseur? Est-il prêt à le faire? Enfin, vous voyez, il y a toute une série de questions qui… alors, bien sûr, si on applique les principes moraux essentiels, c'est ça. Je rappelle que les Soviétiques, par exemple, en 1945, enfin même dès septembre 1944, on dit aux Finlandais, il va falloir que vous nous payiez des réparations. Bon, en oubliant largement que si les Finlandais étaient effectivement les agresseurs en 1941, ils ne l'étaient pas en novembre 1939. Donc, il y avait ici la patte du vainqueur. Mais bon, est-ce que les Russes aujourd'hui, parce que les Soviétiques non, mais est-ce que la direction russe actuelle est capable d'un geste dans ce domaine? J'en doute profondément. Maintenant, l'avenir de la Russie n'est pas suspendu uniquement au sort de l'infâme Poutine. Je le proclame ici très volontiers. Donc, on espère qu'une autre direction pourra… Voilà. Alors, voilà, en gros, ce que ces 3 millions de déplacés m'inspirent. Parce que, bon, je suis surtout soucieux de paix. Je m'occupe beaucoup des guerres, en particulier des guerres civiles.
mon grand-père a été une des victimes de la guerre civile finlandaise. Hein. Il était du mauvais côté, enfin du mauvais jeu. En tout cas, entre guillemets, hein, il était rouge, les Blancs ont gagné, bon, hein, quelques mois de camp de concentration, bon, hein, on ressort très amaigri, vous voyez, très affaibli. Après, on doit pointer chez les flics toutes les semaines. Donc, c'est des questions qui m'intéressent, vous voyez, les guerres. Simplement, mon grand-père, à la fin de sa vie, était très engagé dans le mouvement pour la paix. Et je pense qu'il avait raison. Il a fait 3 guerres, le pauvre. Et il m'a laissé ça en héritage, cette volonté de paix. Et je n'ai jamais aimé la guerre, fût-elle psychologique, la guerre également idéologique, etc. Moi, je ne suis pas un homme de guerre froide. Hein, et c'est autour de ça aussi que je, bien sûr, parce que quand on est historien, hein, c'est facile de jouer l'homme en surplomb, le sage au-dessus de la mêlée. On n'est jamais totalement au-dessus de la mêlée. On doit s'impliquer. Et comme on enseigne ce qu'on est, on écrit aussi ce qu'on est. D'accord, Jamais. merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous savez, Monsieur Carrel, la guerre en Ukraine a ravivé les peurs chez les Finlandais, qui ont connu la guerre contre les Russes à plusieurs fois de leur histoire, comme vous l'avez précisé. D'après les sondages, 62% des citoyens se prononcent en faveur d'une adhésion de l'OTAN. Les abris anti-atomiques sont actuellement recensés. La Suède a également déployé en fait des véhicules blindés et des dizaines de militaires armés sur l'île de Gotland, après que 4 avions de chasse russes avaient violé l'espace aérien suédois. Aujourd'hui, ces deux pays ont autorisé leur armée à participer conjointement à l'édition 2022 de l'exercice défensif Cold Response de l'Organisation transatlantique en Norvège. Est-ce qu'aujourd'hui, en dépit de ce qui se passe en Ukraine, y a-t-il réellement un risque d'une éventuelle attaque russe, surtout si on prend en compte les discours des dirigeants de ces deux pays que je viens de citer et qui craignent d'être les prochains sur la liste? Oui, non, mais bon, je n'y crois pas du tout. Vous remarquerez que je croyais très peu à l'invasion de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, je pensais que Poutine n'était pas un type très sympathique, mais qu'il avait une certaine jugeote en matière de relations internationales. Il avait dit des choses qui étaient convenables concernant, par exemple, la Libye, quand il était encore pas totalement imbu de sa personne de tyran. Mais donc, mais je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas parce que, bon, alors évidemment, Poutine là, vient de montrer qu'il est tout à fait capable d'agir contre ses intérêts. Mais bon, il y a des limites à tout. Il avait avec la Finlande un voisin qui n'était pas très remuant, les Suédois non plus. Hein. Donc, personnellement, je n'y crois pas. Maintenant, il faut aussi dire que la peur est suscitée. Il faut savoir que, comme dans de très nombreux pays, la presse n'est pas si libre qu'elle en a l'air, hein, évidemment. Hein, tous les jours, on ne va pas avec des ciseaux couper ce que les journalistes ont dit. Cela dit, ceux qui possèdent les journaux, ils appartiennent à une classe sociale hein, qui travaille pour ses intérêts. Et moi, ce que j'observe, c'est que depuis maintenant très longtemps, les journaux de gauche qui ont été au début du XXe siècle souvent les plus lus et les plus bons, ils ont non pas totalement disparu du paysage, mais ils sont devenus confidentiels. Et une bonne partie de la presse est une presse de droite. Hein, et il se trouve que dans cette presse de droite, comme à droite, il y a beaucoup d'atlantistes, hein, donc de gens qui aiment bien souffler sur ce genre de trucs. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Donc il faut faire attention. L'opinion réagit aussi en fonction de ça. Maintenant, on peut comprendre la peur et la prudence. Et évidemment, je m'empresse de ne pas me moquer, si vous voulez, des types qui veulent se mettre dans un abri atomique. Hein. Personnellement, je n'en creuserai pas à Natzwiller. Hein, et je n'ai pas du tout l'intention de me réfugier dans ma cave. Mais, et puis, il faut avoir un petit peu de sang-froid hein, dans la vie. Un peu de courage aussi, ça ne nuit pas. Et cette remarque étant faite, ce que j'observe aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que
les Soviétiques ou les Russes s'approchent des côtes. Il y a eu des histoires avec les sous-marins. Dans les années 50, il y avait eu un bateau qui avait été coulé dans des conditions suspectes, etc. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise de ce genre autour d'un incident que, bon. Puis les Suédois, vous voyez, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait la guerre, donc ils n'apparaissent pas comme de grands héros de guerre. Et il est assez tentant, si vous voulez, de faire croire que le pays est en danger, que l'île de Gotland va être envahie demain matin, etc. Bon, je me mets à la place des militaires. Les militaires, comme les gouvernements, doivent prendre des précautions minimales, mais ça ne signifie pas non plus qu'ils vont tout de suite adhérer à l'OTAN, etc. Je crois que les politiciens les plus sages vont laisser l'excitation se calmer un peu et puis ensuite aviser en fonction des circonstances. Et les circonstances, c'est que Poutine ne peut pas rester 10 ans en Ukraine parce que dans ce cas-là, c'est le peuple russe qui va lui mettre son pied au cul. Parce que les Russes, pour le moment, une grande partie abreuvée de propagande et tout, semble, c'est même pas d'ailleurs s'ils soutiennent vraiment, en tout cas, ils n'osent pas trop dire qu'ils sont contre. Cela dit, il y a des gens qui sont contre, et puis ce qu'on observe, c'est que les liens entre Poutine, son état-major et un certain nombre de ses conseillers sont très mauvais. Hein. Il ne faut pas vous imaginer que le type est là pour 100 ans. D'abord, je crois qu'il a à peu près mon âge, j'ai 67 ans, hein. Je pense qu'il est autour de cet âge-là. Bon, il ne va pas non plus encombrer le paysage. Et quant à sa bande, elle est en difficulté. Hein. Donc, du calme. En plus, vu ce que l'OTAN est capable de faire et les Américains sont capables de faire pour venir en aide aux Alliés, bon, on a eu beaucoup de guerres de suite pour voir que ça ne vaut pas un clou. Donc moi, quand mes amis finlandais vont me dire qu'est-ce que tu en penses, c'est ça que je vais leur dire. Je vais leur dire, mais vous croyez quoi là, mais franchement, ce n'est pas la première fois que l'Occident leur promet de venir à leur secours. En 1940, par exemple, la Finlande a perdu l'occasion de négocier en meilleure position en prolongeant la guerre d'hiver de 3 semaines, parce qu'ils croyaient sincèrement, au niveau du gouvernement, ce qui est quand même grave pour des hommes politiques censés être sages, hein, que les Français et les Anglais allaient finir par venir les aider. Hein, ils l'ont payé très très cher. Ils l'ont payé de 15 ou 20 000 morts, ce qui était énorme à l'échelle de la Finlande de l'époque. Hein, surtout que c'était souvent des jeunes gens en pleine force de l'âge, etc., qui n'avaient rien demandé hein, et qui défendaient leur pays avec beaucoup de courage. Bon, là, cette expérience doit quand même être rappelée aussi aux Finlandais s'il le faut. Parce que, si vous voulez, je le dis très souvent, les jeunes aujourd'hui, ils idéalisent énormément l'épisode de 39-40, etc. Vous voyez, la Finlande, elle est née en 1917, mais juste après, il y a eu une guerre civile d'une cruauté dont vous n'avez pas idée, n'est-ce pas? Enfin, c'est surtout la répression des Blancs qui est d'une cruauté épouvantable. Hein. La terreur rouge, bon, ça a fait 1500 morts, en plus plus de 1000 dans la dernière semaine au moment de la retraite, etc. Donc, bon, moi je veux bien parler de terreur, hein, mais bon, faut rester raisonnable. La terreur blanche, c'est plus de 20 000 morts. Hein, des fusillades, 630 fosses communes, enfin bon, écoutez, bref, donc, c'est sûr que ce n'est pas ça qui peut lier une nation. Et cette nation a été longtemps très divisée à cause de ça, parce que c'était pas possible, quoi. Et malgré le patriotisme présent tant à droite qu'à gauche, chez les rouges et chez les blancs, c'était compliqué. La guerre d'hiver a laissé l'image d'un pays enfin réuni, vous voyez, qui lutte contre un envahisseur qui, effectivement, voulait le conquérir, ce qui n'était absolument pas le cas en 1918. Hein, je m'empresse de le dire ici. Hein. Et j'ai assez travaillé sur ce sujet pour pouvoir le dire en toute vérité. Alors,
évidemment, les jeunes générations ont idéalisé, etc. Au point d'ailleurs d'oublier ou d'édulcorer complètement l'offensive finlandaise de 1941, quand même dans les bagages des nazis, de l'opération Barbarossa. Est-ce que vous vous rendez compte, jeune homme? Donc, alors tout ça, c'est très bien, je le comprends, hein, mais vous savez, les Finlandais de 1945, quand ils ont été conviés aux urnes, ils n'avaient pas tout à fait le même avis. C'est le parti SKDL, les démocrates populaires, celui qui avait dénoncé la guerre de continuation dès 1941, c'est lui qui a fait, qui est devenu le premier parti de Finlande. Donc peut-être que les gens de l'époque, hein, leur grand-père, leur arrière-grand-père, ils avaient une autre version des choses. Alors, c'est vrai que les autres partis, ceux qui avaient soutenu la guerre, etc., conservaient une large majorité, mais ça a quand même son importance. Et moi, quand j'étais jeune, que je me promenais en Finlande, etc., il y avait chez les Finlandais une grande volonté d'être en paix avec son voisin, etc. Il ne faudrait pas que cette richesse-là fiche le camp, vous voyez, sur le coup d'une émotion. Alors, prudence, mesures de sécurité pour rassurer les citoyens, faisons bouger quelques chars s'il le faut, allons, mais bon, arrêtons de nous raconter des histoires. Hein. Et je vous dis, en plus, cette peur est en partie manipulée par les réseaux sociaux. Et puis, il y a une presse aussi qui est une presse de mon point de vue, hein, quand je l'analyse en tant qu'historien, scientifiquement, et quand même une presse dont on sent, vous voyez, où on aime bien voir des filles à poil et tout, on sent un truc populiste de droite, un truc très mauvais, moi, qui me fait honte. Alors, ce n'est pas toute la presse, hein. Il y a aussi des journaux de qualité, des journaux régionaux, il y a le Helsingin Sanomat, ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est quand même un journal qu'on peut qualifier d'assez sérieux, bon, avec une certaine diversité d'opinions dans sa rédaction. Donc, je ne veux pas non plus présenter toute la presse finlandaise comme étant, mais celle que lisent la majorité des gens, je suis désolé, moi, et j'ai les plus grands doutes sur l'honnêteté des types comme ça qui soufflent dans le ballon. Moi, ça m'énerve. Je vous le dis franchement. Et je pense que le peuple finlandais mérite beaucoup mieux. Hein, c'est mon opinion. Maintenant, je n'en fais pas un fromage. Et si j'ai dit des conneries, vous pourrez me clouer au pilori, dire j'ai invité un vieux con qui m'a Non, raconté des sottises. C'est possible. pas du tout. Mais vous voyez, moi, je raisonne avec ce que je connais. Hein. Et bon, je vous fais d'ailleurs observer à ce sujet que les types qui ont voulu la paix ou la tranquillité avec l'URSS ne sont pas du tout des hommes de gauche. Le président Paasikivi était justement un blanc acharné en 1918, monarchiste et partisan de la Grande Finlande. Hein, c'est-à-dire celle qu'il voulait prendre à l'URSS, il voulait conquérir la Carélie, puis arriver jusqu'au bord de la mer Blanche, il faut quand même le rappeler. Or, c'est lui qui a fait ça. Et c'est également Mannerheim, le chef de l'armée blanche, un ancien général du Tsar, proche de la cour, hein, officier de la cavalerie de la garde, qui a été aussi le chef d'état-major des armées pendant la guerre de continuation. C'est ce général-là qui a dit maintenant on arrête les farces, il faut se calmer, etc. Quant au président Kekkonen, qu'on présente souvent comme le petit toutou de Moscou, là, c'est du pipeau. C'était d'abord l'homme des grands trusts du papier et qui savait qu'on pouvait faire de bonnes affaires avec l'URSS, qui payait à l'époque rubis sur l'ongle, et qui a mis en place une ligne qui n'était pas une ligne d'aplatissement. Je vous fais d'ailleurs observer qu'on parlait beaucoup plus de la Finlande à l'époque de Kekkonen qu'on en parle aujourd'hui à l'époque de l'Europe, hein, où elle se signale surtout par son refus d'aider les Grecs et par un racisme rance. Hein, bon,
qu'est-ce que vous voulez, ça me désole, hein, ça me désole. Et je vous le dis franchement, hein, je n'ai pas la double nationalité, mais j'aime autant, enfin j'aime beaucoup la France, hein, je suis quand même un paysan, hein, mais bon, si vous voulez, j'aime aussi beaucoup la Finlande. Vous voyez, je me suis des fois interrogé, dois-je prendre la double nationalité ou pas? Bon. Alors, des fois, avec les idées que je développe là devant vous, évidemment, certains ne voudraient peut-être pas me la donner, mais je l'ai mérité. Hein, parce que j'ai fait plus pour la Finlande que beaucoup de petits fachos qui s'excitent là-bas sur place. Hein, je dois le dire en toute modestie. D'accord, merci beaucoup. Comme vous savez, le concept de finlandisation est le processus par lequel l'URSS pouvait justement prendre le contrôle de la politique extérieure d'un pays européen, sans transformation du régime politique ou du système politique en place, comme ce fut le cas pour la Finlande qui avait conclu un accord avec les soviétiques en 1945. Le pays a été soumis pendant la guerre froide. 48, hein, l'accord. Je vais vous D'accord, pardon. expliquer ça. D'accord, Non, ça. alors, d'abord, le concept de finlandisation, il est apparu comme par hasard en pleine D'accord, guerre froide, au moment où les Soviétiques quittaient l'Autriche. d'accord. Ça Donc, marche. il y avait des gens qui n'aimaient pas trop la détente et bon, ils ont pressé eux-mêmes sur la détente. Ça Hein. marche. Donc, moi, je veux bien être pris pour un imbécile, mais il y a des limites à tout. D'accord? Ça, c'est le premier point. Il faut toujours s'interroger sur le surgissement d'une idée et le contexte. D'accord. Bien. Ensuite, la finlandisation, les autorités finlandaises ont été très mortifiées de cela. En plus, l'accord de 48, négocié par le dit Paasikivi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'est fait dans des conditions tout à fait différentes. En 1948, il y avait en Finlande un gouvernement tripartite avec ce qui allait devenir le Parti du Centre, mais qui était à l'époque l'Union agraire, les sociodémocrates, très anticommunistes, comme les précédents d'ailleurs, et puis SKDL, les démocrates populaires, dont la force principale était effectivement le SKP, le Parti communiste. Le Premier ministre était un ancien social-démocrate venu à SKDL justement au moment de la guerre de continuation parce qu'il était dégoûté de l'attitude de la direction. Bien, voilà, c'est la situation. Paasikivi n'aimait pas trop, bien sûr, le Premier ministre SKDL qui s'appelait Mauno Pekkala. Et quand les Soviétiques ont proposé de signer, comme ils l'avaient fait avec la Tchécoslovaquie, la Hongrie en particulier, un traité de coopération et d'amitié, il y avait aussi toute une série de modalités militaires, etc. Et Paasikivi, lorsqu'on lui a présenté la chose, il a fait mine de refuser tout net. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait, c'était se débarrasser d'SKDL et de les affaiblir électoralement pour ensuite pouvoir justifier, en tant que président de la République, c'est lui qui appelait le chef du parti le plus puissant, ce qu'il voulait, c'est que SKDL ne soit plus le premier parti. Et donc, il voulait jouer le rôle du type qui était ferme sur les principes, hein, défense de la patrie, face à un Mauno Pekkala présenté comme un petit toutou de Moscou, ce qui n'était, entre parenthèses, pas du tout. Hein. D'ailleurs, son passé social-démocrate le montre. Alors, simplement, il a joué très très fin, parce qu'en même temps qu'il avait la volonté de se présenter comme ça à l'électorat, il avait fait savoir à ses ministres qu'il allait quand même négocier. Mais ça, c'était en off. D'accord? SKDL et surtout le SKP croyaient que le temps de la révolution avait peut-être sonné, alors ils en faisaient beaucoup autour du traité de coopération et d'amitié, il les a laissés un petit peu s'enfoncer dans ce délire verbal. Et il y avait des élections, n'est-ce pas, toutes proches. Alors, devinez ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il les a gagnées.
non pas la droite, hein, qui est restée très très faible, ce qui montre bien que Paasikivi savait aussi que ce n'était pas son parti qui allait l'emporter, mais ceux qui l'ont emporté, c'est, disons, les communistes, enfin, les démocrates populaires ne sont pas écroulés, hein, mais ils ont perdu 2-3%, qu'ont récupéré les sociodémocrates, qui étaient très anticommunistes, et puis un petit peu... Et donc, il a pu réussir son opération. Mais surtout, ce qui doit peut-être vous intéresser davantage, c'est l'attitude de l'Union soviétique. Elle aussi a joué un jeu de dupes. En effet, ils ont présenté au départ un texte très dur. C'était le même que pour la Tchéco et la Hongrie. N'est-ce pas? Sauf qu'eux aussi, ils voulaient négocier. Et ils ont négocié avec Paasikivi. En fait, ils ont lâché complètement SKDL pour prendre une option beaucoup plus intéressante. Il est possible que derrière, il y a eu Koussinen, qui était un type très habile et qui était à l'époque au bureau politique du PCUS, hein, même si, parce qu'il ne pouvait pas rentrer en Finlande, il voulait le faire, mais la Finlande a refusé. Alors, il n'avait plus de choix. Bon, c'est possible, hein, c'est une hypothèse bon, qui n'est pas du tout prouvée, donc j'arrête là. Mais les Soviétiques, ils ont présenté un truc très très dur, et puis ils savaient, ils ont laissé Paasikivi, finalement, poser des conditions beaucoup plus douces. Et en particulier sur le plan militaire, ils ont bien signé un accord, mais cet accord était très avantageux pour les Finlandais. En effet, que disait-il? Il disait que certes, les Finlandais auraient à combattre éventuellement une armée qui se servirait de leur sol pour attaquer l'URSS. Mais en même temps, ils obtenaient d'une part de ne jamais intervenir, même si l'URSS était attaquée, sur un autre point de son territoire. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas, d'après ce traité, être emmenés, par exemple, une guerre aux frontières roumaines ou à la frontière polonaise ou à la frontière balte. Hein, vous comprenez? Et puis, par ailleurs, les Finlandais, si jamais ils étaient eux-mêmes attaqués, ils se défendaient tout seuls et c'était à eux, s'ils le souhaitaient, de faire appel à l'armée soviétique. L'armée soviétique ne devait en aucun cas intervenir d'elle-même ou automatiquement en raison du traité. Donc, on arrête ici. Hein, le coup, ce qu'il faut surtout retenir, c'est les Soviétiques n'ont pas soutenu les plus fanas au sein de SKDL d'un accord de coopération, et deux, Paasikivi a joué double jeu du début jusqu'à la fin. Et je vais peut-être vous surprendre en vous disant qu'après tout, je trouve qu'il avait eu raison, que c'était bien, que ça ne m'étonne pas de lui. Pour moi, ce n'est pas un ami politique. Hein. Mon grand-père, vous voyez, il a assez souffert de ses copains. Mais je dois dire que là, chapeau, bien joué. Bien joué. Et voilà l'histoire. Alors ensuite, ce n'est pas simplement laisser les institutions finlandaises, etc. Il y a eu des pressions à des moments donnés. Mais chaque fois, je vous fais observer, la Finlande a résisté à ces pressions. Au début des années 60, par exemple, Kekkonen s'est battu comme un chien parce que c'est ce qu'on appelle la crise des gels nocturnes, parce que ça s'est passé en plein hiver. Les Soviétiques voulaient remettre sur le tapis un traité militaire. C'était au moment où ça commençait à tanguer là-bas du côté de Cuba, etc. C'était à la fin 61. Et donc, il y avait une reprise, hein, c'était la fin de la première phase de détente. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des... Et Kekkonen n'a absolument pas cédé, les Soviétiques sont... Voilà. Et si les Soviétiques ont fait pression, étaient toujours présents, et effectivement la Finlande n'avait pas une liberté de manœuvre absolue, hein, il faut quand même rappeler que ce sont les Soviétiques qui ont décidé d'eux-mêmes de quitter la base de Porkkala en 1955. Moi, je crois ce que je vois. Hein, dans les documents et dans les trucs. Il n'y avait même pas de demande finlandaise. Ils sont partis de cette base qui était à 30 ou 40 km d'Helsinki d'eux-mêmes
Ils ont laissé la Finlande sans problème rentrer à l'ONU, parce que c'était un pays vaincu, il avait été allié du Reich. Et puis ensuite, quand ils les ont laissés rentrer au Conseil nordique, toute une série comme ça de choses qui ont fait que les Finlandais ont arraché peu à peu toute une série de moyens de se retrouver indépendants. Quant au commerce avec l'URSS, que certains voient comme une espèce de cage dorée, c'est ridicule. Au maximum, ça a représenté 17% des échanges extérieurs de la Finlande. En prenant en compte que la Finlande avait besoin de pétrole, avait besoin de minerais, enfin, écoutez, c'est quand même fou, quoi. Alors, moi, je veux bien finlandisation. Écoutez, jamais la Finlande ne s'est autant américanisée que dans les années 50-60. Pourquoi justement? Écouter du rock, enfin bon. Je vais dire que le soft power américain est infiniment plus fort que la pression de Moscou. Enfin, là aussi, c'est des naïvetés. Quand on analyse historiquement un phénomène, il faut regarder le fond du fond. Les Finlandais, qui étaient un peuple très nationaliste, très fier, où il ne fallait pas prononcer un mot d'origine étrangère, etc., eh ben, ils sont devenus totalement américanisés. On bouffait du chewing-gum, ils bouffaient des bonbons. C'était un beau peuple, mince et tout. Ils sont devenus aussi gros que le célèbre King, le roi du rock, en bouffant des merdes. Il y a des hippopotames maintenant partout. Vous voyez, il faut. Alors, c'est McDonald's et le roi. Vous voyez, enfin, la finlandisation. Non, mais franchement, on croirait que les Soviétiques, incidemment, auraient peuplé. Je vous fais observer d'ailleurs que 1948 a été un moyen aussi non seulement de chasser le SKDL du pouvoir, où ils nous sont revenus dans les combinaisons ministérielles que dans les années 60, c'est-à-dire quand ils sont redevenus le premier parti de Finlande, en 1961, je crois, aux élections. Et surtout, ça a permis d'épurer une seconde fois la police, parce que la police était avant aux mains de la droite dure et de l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur, qui était un communiste, Yrjö Leino, avait repeuplé la police d'un certain nombre d'agents, enfin pas tous, mais vous voyez, il avait remplacé l'extrême droite par l'extrême gauche. Bon, et dès 1948, on a recommencé à épurer, et je dois rassurer tous les bourgeois d'Europe, cette police était une police authentiquement bourgeoise dès 1948, et les services secrets, et j'en passe, et des meilleurs. Je fais observer aussi qu'en 1945, il n'y avait pas que des soviétiques. Le comité interallié était composé pour moitié de Britanniques et de Soviétiques. Et ils se sont entendus comme larrons en foire. Et les Soviétiques étaient dirigés par le célèbre Zhdanov, qui est pourtant un dur à cuire de tous les côtés. Même les historiens finlandais d'aujourd'hui, y compris les plus anticommunistes, doivent reconnaître que Zhdanov a été vraiment relativement modéré par rapport à ce qu'on connaît de lui. Vous voyez, c'est pour ça que cette espèce de fabrication de l'histoire du vainqueur final me semble totalement, hors de propos. Il ne s'agit pas d'un conte de fées, il ne s'agit pas de nier la puissance soviétique aux portes de la Finlande, il ne s'agit pas de dire que les Finlandais pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, et que c'est pas ça. Mais enfin, espèce comment dirais-je, de domination rampante et tout, enfin, c'est ridicule. Je n'ai pas d'autre adjectif à dire. Et je mourrai en le pensant. Et je le pense parce que j'ai travaillé 40 ans là-dessus. Merci. En fait, pourquoi j'ai évoqué justement ce concept de finlandisation? Parce qu'il est aujourd'hui, en fait, très présent. Il revient aujourd'hui dans le débat public. Des spécialistes, justement, des relations internationales estiment qu'une finlandisation de l'Ukraine est nécessaire pour la construction d'une nouvelle architecture de sécurité au vieux continent. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une tentative de finlandiser l'Ukraine pourrait mettre fin à ce conflit? Mais écoutez, moi, ce que je souhaite,
c'est que l'Ukraine soit finlandisée comme la Finlande l'a été, hein, parce que franchement, ça lui permettrait de vivre bien, déjà, hein, et puis de ne pas être emmerdé sans arrêt. Hein. Voilà, alors si c'est de ça la finlandisation, eh ben alors là, qui finlandise, et je peux vous dire que ce sera un sacré filet de sécurité pour le truc. Si par contre vous entendez par finlandisation une espèce de, comment dirais-je, d'Ukraine qui serait à la solde totale de Poutine et de sa bande, alors là, je dis niette, moi, hein, évidemment. Mais la Russie est un grand pays, et comme tous les grands pays et les grands peuples, elle se remettra de ce triste épisode. Je le dis très officiellement. Le gros problème, c'est que la transition après Gorbatchev s'est faite avec une bande de bandits dirigée par Eltsine, qui a réchauffé en son sein le serpent Poutine, et on voit ce que ça donne. Hein. Et cette espèce de clique hyper réactionnaire, ultra libérale, mais au niveau le plus brutal qui soit, ne mérite aucune indulgence. Et je pense aussi que le peuple ukrainien, il est en train, en luttant pour son indépendance, de lutter à terme pour la démocratie. Vous voyez, il n'y a pas de démocratie qui s'installe sans lutte contre un étranger violent. C'est le cas de la Révolution française, hein, qui a été quand même agressée avec la complicité de son propre roi par des troupes étrangères. Hein, la Marseillaise le rappelle. Hein, et les Américains se sont fondés aussi une forme particulière de démocratie, hein, qui n'est pas idéal d'ailleurs, en parenthèse, mais en luttant contre le colonialisme britannique. Vous voyez, puis on a plein de choses comme ça. Hein, donc, les Noirs d'Afrique du Sud aussi, voilà, Mandela a créé un État présentable, même s'il n'est pas sans problème, hein, même encore aujourd'hui, mais en luttant justement contre des gens comme ça. Alors moi, je suis content que les Ukrainiens soient... Et vous verrez, finalement, Staline, il a compris très vite, dès la fin décembre 39, début janvier 40, il a compris que, qu'il n'y arriverait pas comme ça. Parce que le tyran Staline, il avait manifestement un autre calibre que le tyran Poutine, hein, soit dit en passant. Hein, c'était une ordure, mais il avait des éclairs de lucidité. Hein, et bon, il a d'ailleurs mis fin là, au gouvernement de Terioki pratiquement. Kouchinen n'était pas du tout favorable à cette option-là, hein, contrairement à ce que disent certains. Il était d'une certaine manière très sceptique par rapport à ça. Il a même dit à ses ministres, fichez le camp, moi je m'occuperai tout seul et puis je prendrai tout sur mes épaules. Hein. Pour un mec qu'on présente comme un grand traître et un trouillard, je pense que hein, c'est un exemple que pas mal de politiciens seraient bien incapables de suivre. Hein. Et donc, vous voyez là qu'il ne faut pas non plus si vous voulez, vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est reporter des situations comme ça sur un autre pays. Hein. Le problème de l'Ukraine n'est certainement pas d'être un pays peuplé entièrement de nazis, mais le problème de l'Ukraine, c'est d'être ambigu par rapport à son héritage nazi. Il y a quand même des statuts de l'ignoble Bandera. Est-ce que vous savez qui il est? C'est un type qui, à l'aide d'un groupuscule manipulé par une partie du parti nazi allemand, hein, a commencé des fusillades et des massacres de juifs avant même que les Sonderkommandos se mettent en place. Hein. Et il est un type c'était un nazi authentique, une saloperie puante. Et comment, alors ce type maintenant a des statuts, a des noms de rues. Vous
voyez, à la limite, j'accepterais des Russes Skoropadsky, bien que Skoropadsky n'est pas très clair dans ses rapports avec les nazis, hein, mais bon, c'est quand même pas tout à fait le même Margoulin. Là, on a affaire à un véritable psychopathe et à un voyou. Et puis, il n'y a pas que ça. Alors, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens sont derrière Bandera, ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est des questions qu'il faudra aussi éclaircir. Hein. Il faudra éclaircir aussi l'attitude des autorités ukrainiennes par rapport aux réfugiés étrangers qui travaillaient chez eux, hein, et qui refoulaient des trains, refoulaient des trucs. Quand ils sont arrivés à la frontière, ils ont mis des jours et des jours à les laisser passer. Enfin, vous voyez. Moi, j'avais un de mes fils qui habite à Prague, qui a volé tout de suite, dès les premiers jours, à la frontière. J'en étais très fier, d'ailleurs, il ne m'a pas demandé mon avis, hein, il est allé, moi j'étais quand même un peu au sans-coup. Hein. Bien que j'ai beaucoup d'enfants, je ne tiens pas à en perdre un. Et donc, il est allé là-bas à la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie, dans un petit village, etc. Enfin, il a eu des yeux pour voir. Hein. Donc, il faut faire gaffe avec bon, la propagande sur la dénazification du sieur Poutine, qui est lui-même un nazi, ne touche personne. Hein, c'est pas pas nazi, bon, enfin, c'est un grand russe chauvin, vous voyez. Et c'est le type même du gars qui est nostalgique d'une puissance qui n'est d'ailleurs pas celle de l'URSS, mais qui est celle de l'époque tsariste. Hein. Il se pose en grand protecteur des Slaves, Serbes ou autres. Vous voyez. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, et vous devriez y réfléchir aussi, vous-même, c'est le fait que beaucoup de pays à l'ONU n'ont pas voulu se mettre d'emblée dans le camp occidental. Et ce n'est pas des pays forcément dictatoriaux, je ne parle pas de l'Inde qui est dirigée par un salopard, le sieur Modi qui est un massacreur ignoble. Non, mais je parle, vous voyez, d'États africains, d'États d'Amérique latine, etc. Et ça, c'est aussi un signe. C'est le signe qu'on ne va pas. Il y avait un article très intéressant de Badi, là, ces jours-ci. Enfin, c'était une interview, hein, dans laquelle il expliquait que on va plutôt vers un monde multilatéral, vous voyez, où les gens n'ont pas tellement envie de se laisser embrigader autour de logiques de blocs, etc. Et je pense que l'Europe n'a pas intérêt à le faire. L'Europe a intérêt à réfléchir. Les différents pays d'Europe n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques, il faut le comprendre, et il faut se mettre à la remorque de personne. Mais il faut que tout le monde soit en sécurité. J'ai le plus grand mépris pour le gouvernement polonais actuel, mais je conçois tout à fait que les Polonais, y compris son gouvernement, aient besoin de sécurité. Je conçois très bien que le gouvernement Zelensky, pour lequel je n'ai aucune tendresse, ait besoin d'aide. Vous voyez, mais il faut, là encore, comme je le dis, avoir une ligne raisonnable et puis savoir où ne pas aller. D'accord. Merci beaucoup. Je sais en fait que je vous ai déjà posé la question, et que vous m'avez répondu d'ailleurs, mais je vous pose quand même la question, comment voyez-vous l'avenir de ces pays scandinaves non alignés militairement, au cas où, on ne sait pas, demain, s'ils adhèrent à l'OTAN? Non, mais si il y Où a. est la décision justement d'adhérer à l'OTAN? Est-ce qu'une telle décision, par exemple, aura-t-elle des répercussions géopolitiques sur l'Europe? Sur l'Europe, pas vraiment, parce que c'est deux cas un petit peu particuliers, puisque c'est deux membres de l'Europe qui ne sont pas, vous voyez, qui sont neutres officiellement, hein, au même titre que la Suisse ou l'Islande ou autres, hein, vous voyez. Donc, contrairement au Danemark, à la Norvège, ce sont des États qui ont conservé cette neutralité et qui ont construit aussi une réputation autour de cette neutralité et en ont conçu de la fierté. Hein. Le fait aujourd'hui qu'ils veulent basculer dans l'OTAN prouve d'ailleurs l'échec complet de l'infâme Poutine en matière. Enfin, il a accumulé les mauvais calculs. Hein.
Et puis là, au point où il en est, vous le voyez, même vous, vous n'êtes pas un spécialiste militaire, mais au point où il en est avec son armée en Ukraine, ne craignez rien, il ne va pas s'aventurer ailleurs. Il va déjà essayer de retenir ses conscrits qui commencent à voter avec leurs pieds. Et quand l'armée russe, patriote, commence à voter avec ses pieds, ça sent très mauvais pour le pouvoir central. Vous vous souvenez de 1917? Donc, je tiens à rassurer. Alors maintenant, si je me trompe, si effectivement ils feront appel à ce moment-là à l'aide de l'OTAN, ça c'est évident. Hein. Bon, maintenant, il faut penser à long terme. À long terme, qu'est-ce que ça leur apporte d'être alliés? Vous voyez, c'est ça la vraie question. Et surtout, est-ce que ça les protège davantage? C'est la vraie question. Moi, je n'ai pas de réponse absolue là-dessus, parce que je ne connais pas la situation de l'armée finlandaise, de l'armée. Bon, ce que je sais, c'est que la Suède est un des très gros exportateurs d'armes dans le monde, qu'ils ont toujours eu une armée relativement performante et qu'en général, ils ne l'utilisent jamais. Donc, c'est une des armées les plus sympathiques au monde. Mais ce que je sais aussi, c'est que les mecs qui la dirigent sont des réacs fiefés. Ça, je le sais. Et quant à l'armée finlandaise, elle n'est pas négligeable. Hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai qu'en Finlande, il y a toujours eu un débat. Est-ce qu'avec nos 5,5 millions d'habitants, hein, fort peu actifs au plumard, est-ce qu'on va pouvoir pendant longtemps protéger 1500 kilomètres de frontières? C'est le vrai problème. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils avaient appelé les Allemands à la rescousse pour tenir toute la frontière nord en 1941. Hein, avec la complicité d'ailleurs des autorités soi-disant neutres suédoises qui avaient laissé passer les Allemands, alors que les Allemands auraient pu faire le tour par la Norvège. Hein, mais ça, c'est une parenthèse. Vous savez, ce n'est pas des pays idéaux. Hein. Je vous rappelle que, par exemple, en Suède, en 1940, on a ouvert des camps de concentration pour les communistes et un certain nombre d'étrangers ou de personnes considérées comme indésirables. On a supprimé toute la presse à la gauche du Parti social-démocrate, on a fermé les journaux et tout, et on n'a touché qu'à quelques journaux nasillons. Vous ne le saviez pas, ça. Hein? Ah oui, là, hein, ah. Hein. Est-ce que vous savez que la Suède était un des États les plus réactionnaires au niveau du droit de vote au tout début du XXe siècle, avant 1914? Hein? Ça non plus, les gens ne savent pas, tu vois. Il y a des idées comme ça toutes faites de peuples qui seraient taillés pour la démocratie ad vitam aeternam, ça non. Vous voyez? Merci. Une question, est-ce que l'attaque de la Russie en Ukraine pourrait relancer l'idée d'une adhésion de la Norvège au sein de l'Union européenne? Ah, c'est une question intéressante. J'ai pas d'idée. Je ne pense pas. C'est pas leur intérêt, pour les raisons que vous voyez. D'abord parce que leur pétrole, si vous voulez, bon, hein. Cela dit, si vous êtes européiste, je vous rassure, hein, la Norvège a tellement d'accords économiques avec l'Europe que, en fait, elle est en dehors sans l'être. Hein. Vous voyez, contrairement par exemple à l'Islande. Mais encore que l'Islande ait beaucoup d'accords aussi avec l'Europe. Hein. Je ne pense pas, mais je n'en suis pas du tout certain. C'est un problème que je n'avais pas agité. Je vous remercie de me poser la question parce que c'est une question qui est assez intéressante. Moi, je ne crois pas que l'Europe prendra le risque de. D'ailleurs, quand on voit la situation de l'Europe, la façon dont ça fonctionne, etc., et qu'on est un État riche et prospère comme la Norvège, je ne sais pas si ça donnera envie. Hein. Et puis, je n'ai pas examiné, là je vais le faire ces temps-ci parce que je suis en train d'écrire un manuel d'histoire hein, des pays du Nord, des guerres napoléoniennes à nos jours. Alors, je vais entamer le dernier chapitre après 1980. Donc, vous voyez, je montre, voilà. Alors, je regarderai ça, je vous répondrai si vous le souhaitez. Ça va, avec plaisir. Avec plaisir.
Euh, Comme vous le savez, l'objectif de notre centre, comme je vous ai précisé, est de donner la parole aux décideurs en politique, professeurs universitaires, étudiants, représentants des ONG, journalistes et militaires également, afin de traiter des problématiques stratégiques, diplomatiques et internationales, surtout de proposer des options, solutions politiques susceptibles d'aider les décideurs européens à trouver une nouvelle voie de dialogue pour maintenir la paix et la sécurité en Europe. Alors aujourd'hui, Monsieur Carré, quel est votre conseil pour les décideurs européens? Oh ben, c'est d'organiser d'urgence la conférence internationale dont on a besoin. Et puis mon deuxième conseil, c'est de continuer à ne pas vouloir intervenir militairement à tout propos. Hein. Pour une fois, là, il semble se diriger vers une position sage. Cela dit, bon, il est évident aussi qu'il faut aider les Ukrainiens au maximum de ce qui est possible. En particulier, bon, sur le plan militaire, vous observerez que les Ukrainiens ne sont pas extrêmement défavorisés, ils disposent de pas mal d'aide. Les réfugiés sont plutôt bien accueillis là où ils vont. Bon. Alors après, le grand conseil, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie solidarité pour la reconstruction du pays. Ça aussi, c'est un conseil que je me permets de donner. Hein. Bon, maintenant, j'ai beaucoup vécu et je crois peu en la sagesse des gouvernants. Alors, ça m'arrive quelquefois au culte le dimanche, je suis protestant, de faire la prière traditionnelle hein, qui consiste à demander au Seigneur d'aider nos gouvernants à prendre de sages décisions. Mais bon, je le fais parce qu'il faut le faire, mais je suis souvent sceptique. Et puis, j'ai jamais pensé que la sagesse venait comme ça de manière infuse. Mais c'est vrai que les grandes crises, comme celle qu'on subit aujourd'hui, aident à prendre de bonnes décisions. Parce que c'est là que les gens se rendent compte. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la façon dont on va résoudre la crise nucléaire. Parce qu'on est dans une crise nucléaire. Et je ne pense pas raisonnable d'avoir les arsenaux nucléaires qu'il y a de tous les côtés. On voit aujourd'hui le danger que ça représente et il est temps maintenant de faire comme on avait pu le faire à la fin des années 60, début des années 70, hein, commencer un processus de... Il faut enlever ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est plus possible. Enfin, moi, mes enfants sont grands, mais pour mes petits-enfants nombreux, ça n'est pas possible. Et je demanderai là aussi aux décideurs eh bien, de songer à l'après. Il faut, bon, pour le moment, il ne s'agit pas de désarmer au moment où justement, mais il faudra songer à ça dans une conférence internationale. On ne peut plus vivre avec une menace et puis alors avec un abruti qui peut presser sur le bouton. Hein, c'est plus possible. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Vous avez Merci été beaucoup, vraiment M. Carré. sympa. J'étais complètement désolé. Hein, je suis un peu étourdi, hein, il faut le Ne dire. vous Mais c'est inquiétez une surtout maladie pas. professionnelle hein, chez les profs de fac. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite C'était bon courage très pour la sympa. C'était très sympa. C'était un suite. plaisir. Hein, c'était Plaisir super pour moi également.